Je joins Richard Latendresse à la Maison-Blanche. Richard, la réaction du gouvernement américain a été lente, mais le président Trump a finalement signé une loi ce matin qui débloque plus de 8 milliards de dollars pour lutter contre le nouveau coronavirus. Et le gouvernement, c'est-à-dire l'administration Trump et le président lui-même avaient initialement demandé, Sophie, 2 milliards et quelques de dollars. Au Congrès, on leur a accordé 8 milliards de dollars et un peu plus, de manière donc à lutter plus efficacement contre ce fameux coronavirus. Cette signature qui devait se faire à Atlanta ce matin au Centre de prévention des maladies. Mais on a, vous voyez à quel point les circonstances sont ironiques, eu un cas à un certain moment, on a créé un cas qui s'est révélé négatif. Mais bref, toutes les activités du président ont été transformées à cause de cela. Il a décidé de signer cette loi-là avant de quitter la Maison-Blanche. 3 de ces 8 milliards seront consacrés à la recherche d'un vaccin. Je dois vous dire qu'au Congrès, on a probablement, Sophie, été alerté par le genre de témoignage que je vais vous faire entendre lors d'audiences qu'on a tenues, alors que le docteur Peter Hotez, un spécialiste du Collège de médecine de l'Université Baylor, a donné une idée assez dramatique de ce que signifie ce coronavirus pour un certain type de population. Look what this virus did in that nursing home in Kirkland, Washington. It rolled through it like a train. So this is like the angel of death for older individuals. Bon, et je dois vous dire, Sophie, que le président s'est aussitôt mis en route pour le Tennessee par la suite pour aller constater les dégâts provoqués par les tornades de mardi dernier. 25 morts de ce côté-là. Il a ensuite fait un détour par Atlanta pour finir donc la journée en Floride, à Mar-a-Lago, à son complexe. Donc, il est passé du virus, du coronavirus et de la crise ce matin aux tornades, au virus encore une fois. Vraiment, ça ressemble à une journée assez chargée pour le président américain. Oui. Et pour l'instant, tout au moins, ni les tornades ni les virus semblent affecter la santé de l'économie américaine. Vous avez raison d'utiliser l'image parce que 273 000 nouveaux emplois au cours du mois de février, ça reste impressionnant, d'autant plus que les analystes en prévoyaient à peu près 100 000 de moins, Sophie. Ça voit, moi, c'est une machine qui continue de rouler à plein régime. Le taux de chômage, du coup, qui s'est rajusté à 3,5 %. On a créé des emplois dans les services sociaux, en santé, en construction, sur un an, légère hausse des salaires à 3 %. Ce qui est intéressant de relever, c'est que l'inquiétude pour le mois de mars est accru parce qu'on se dit que c'est à ce moment-là que tout ce qui se passe, le ralentissement des activités liées au coronavirus se fera sentir dans le monde de l'emploi. Mais le président, qui est un éternel optimiste, a un tout autre regard sur la chose. Écoutez-le bien. A lot of people are staying here and they're going to be doing their business here. They're going to be traveling here and they'll be going to resorts here. And, you know, we have a great place. It's where so foreign people come, but we're going to have Americans staying home instead of going and spending their money in other countries, and maybe that's one of the reasons the job numbers are so good. On va voir s'il a raison, Sophie, parce que franchement, l'industrie aérienne, l'aviation, laisse entendre que ça va être un mois de mars épouvantable, donc avec des revenus en baisse, et tout ça, ça a des conséquences dans différents secteurs. On verra bien ce que ça va donner à la fin du mois. Ouais. Parlons un peu des démocrates, Richard. Tout pourrait se décider dans les 10 prochains jours. Voilà, à peu près 10-12 prochains jours à voir le calendrier, Sophie, avec mardi prochain, primaire dans le Michigan que Bernie Sanders doit absolument remporter s'il veut briser cet élan qu'a l'ancien vice-président Joe Biden à la suite de ce qui s'est passé donc du côté du super mardi. Mardi prochain, donc, il y a primaire dans le Michigan. Le 15 mars, il y a ce premier débat, premier véritable face-à-face entre les deux hommes à Phoenix, en Arizona. 11e débat démocrate. Là, ça serait intéressant de les voir un contre l'autre. Et puis, par la suite, bien sûr, il va y avoir ce grand rendez-vous le 17 mars, alors que là, il y a 4 États importants qui vont se prononcer: l'Arizona, la Floride, l'Illinois et l'Ohio. On entend du côté de Bernie Sanders une volonté de se rapprocher, de faire en sorte qu'il fasse moins peur aux démocrates, à l'establishment du parti. Écoutez-le, Sophie. So let me once again say that Joe Biden is a friend of mine. And if Joe wins the nomination, I will be there for him, and I'm confident that if I win the nomination, Joe will be there for me. And that's true. I think I speak for all of the Democratic candidates. Sophie, je dois vous dire que depuis 24 heures, toutefois, le grand sujet de conversation ici à Washington, ce sont les raisons pour lesquelles Elizabeth Warren a fini par abandonner cette course à l'investiture du parti. On a vu les choses avaient mal été pour elle, mais comment ça se fait qu'elle en est arrivée à un tel résultat? Bien sûr, le président Trump a son avis.
Et écoutez cet avis qui est l'aboutissement de toute évidence d'une analyse assez sophistiquée. I think lack of talent was her problem. She had a tremendous lack of talent. She was a good debater. She destroyed Mike Bloomberg very quickly, like it was nothing. That was easy for her. But people don't like her. She's a very mean person, and people don't like her. People don't want that. They like a person like me that's not mean. Une personne comme moi qui n'est pas méchante. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est clair, clair. Merci beaucoup. Au revoir, Richard, à lundi. Au revoir, Sophie.